Mes chers maîtres, bonjour. Mes chers confrères, mes chères consoeurs, honorable assistance, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter une communication portant le thème sur la prévention des infections manuportées. Je remercie bien sûr Madame Nouri de nous avoir invités et bien sûr sans oublier notre ami Dr Temseline, directeur général de Nosocline, qui nous a donné cette chance et qui nous a aussi proposé un thème aussi important sur la qualité, sécurité des soins au milieu hospitalier. Monsieur Dr Temseline nous a un petit peu poussé en avant, mais moi je veux bien vous parler des infections nosocomiales transmises par les mains. Et donc, nos mains sont véritablement des mains à risque. Donc, nos mains à risque, effectivement, dans certaines situations. Il faut savoir que 70 à 80% des infections nosocomiales sont manuportées. Donc, il reste à peu près 40 à 20% des autres infections qui sont transmises par d'autres objets. Mais 70% environ des infections nosocomiales sont manuportées. Et quand on parle des infections transmises par les mains, on ne peut pas oublier M. Ignac Simonville en 1818-1865, quand il a fait tomber la mortalité chez les parturiennes de 20 à 0,23% en demandant au personnel de se laver les mains avant les accouchements. Il n'a demandé que se laver les mains avant les accouchements. Il a fait tomber la mortalité de 20 à 0,23% en voulant imposer le lavage des mains à tous, y compris à son chef de service. Elle perdit sans fonction, sans rang, et elle a raison. Il faut attendre plus tard Pasteur, en 1878, quand il met en évidence le manuportage dans les actes de chirurgie, en laissant sa phrase qui est complètement inoubliable. Au lieu de s'ingénier à tuer les microbes dans les plaies, ne serait-il plus raisonnable de ne pas les introduire? Et c'est et ça explique tout le lavage des mains. 150 ans après son nuit, il faut évoluer le lavage des mains pour permettre une sécurité de gestes de façon permanente et améliorer l'observance. Les micro-organismes de la peau, effectivement, il y a des sites microbiens. Nous pouvons les trouver au niveau des ongles, nous pouvons les trouver au niveau des espaces interdigitaux, nous pouvons les trouver au niveau des plaies cutanées et au niveau du poignet. Il faut savoir que la peau, qui constitue une protection importante de l'organisme, est constituée de 3 tuniques, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et les micro-organismes et la peau, 1000 milliards de bactéries, sans compter les champignons et virus, sont portés par l'homme. Ils sont cultivés par l'homme, ils sont transmis par l'homme. Vous voyez que réellement, l'homme constitue le porteur, le cultivateur et aussi le transmetteur. Et quand on regarde la composition de la flore cutanée, effectivement, il existe une flore résidente, il existe une flore transitoire. La flore résidente, elle est composée de micro-organismes non pathogènes au niveau du couche superficiel et profonde, et ces germes habitent, se multiplient, survivent dans la peau. Le rôle de la flore résidente, c'est un rôle de protection. Elle constitue une barrière efficace quant à la colonisation par les micro-organismes exogènes, qui sont pathogènes. C'est une flore stable, c'est une flore peu dangereuse, mais risque infectieux lors de la réalisation des gestes invasifs. Et les antiseptiques, ils ont une action limitée sur cette flore résidente. Et nous pouvons savoir que, au niveau de sa flore résidente, nous pouvons trouver des staphylocoques, notamment Epidermidis
Hemolyticus hominis, qu'on peut trouver au niveau des narines, au niveau du cœur axillaire, au niveau de la face, et aussi au niveau des espaces interdigitaux et aussi des plis inguinaux. Et nous avons aussi le Corynebacterium, qui est le Corynebacterium lipophile, qu'on peut trouver au niveau des narines, le Propionibacterium acnes, il apparaît à la puberté, au niveau, disons, riche en acide gras libre et cuir chevelu, et d'autres micro-organismes, les Micrococcus, les Streptococcus et autres micro-organismes, qui sont des micro-organismes de la flore résidente qui ne sont pas pathogènes et qui sont saprophytes. Il y a une autre flore. Cette flore, effectivement, c'est une flore qui est acquise en contact du patient ou de l'environnement. Elle séjourne de façon transitoire sur la peau du soignant. Elle reflète la flore hospitalière. Elle est composée de bactéries pathogènes. Elle est responsable, et c'est cette flore-là qui est responsable des infections nosocomiales. On peut trouver donc des entérobactéries, on peut trouver un pseudomonas, on peut trouver des streptocoques du groupe A, les enterococcus, les staphylococcus aureus, les candida albicans, c'est des sujets immunodéprimés, les spores de bacillus, les clostridium, et les klebsiella et les entérobactères. Vous voyez que tous ces bactéries-là et ces micro-organismes sont pathogènes, ils peuvent être à l'origine de l'infection nosocomiale. La flore transitoire, qui constitue effectivement l'origine de l'infection nosocomiale, on peut dire que c'est une flore qui est composée de la flore des malades, de la flore du personnel hospitalier et des germes de l'environnement qui peuvent se retrouver soit sur le sol, soit sur les objets, soit au niveau de la climatisation. Bien sûr, quand on donne une synthèse sur l'écosystème cutané, on trouve qu'il y a des germes non pathogènes qui constituent la flore résidente et dont le risque est faible, sauf s'il y a une erreur d'asepsie où il y a des germes qui sont multirésistants. Par contre, les germes pathogènes, qui sont des germes qui peuvent venir du malade ou de l'environnement hospitalier, ce sont ces germes-là pathogènes qui constituent la flore transitoire et qui peuvent être à l'origine des infections nosocomiales. Mais la transmission de ces micro-organismes, il se fait comment? Donc il y a une transmission croisée de micro-organismes d'une manière directe d'un individu à un autre et d'une manière indirecte par l'intermédiaire d'un objet ou du matériel souillé. Cette transmission elle peut se faire de façon exogène, les germes responsables sont extérieurs au malade, ou de façon endogène, le patient s'est contaminé avec ses propres germes. Donc les infections nosocomiales, les mains, ils jouent un rôle essentiel dans l'infection nosocomiale. Et le lavage des mains est l'élément de base dans la lutte contre ces infections nosocomiales. Attention, le bijou est interdit, effectivement, il peut interférer à l'hygiène des mains. Selon un travail de Dr Bartlett en 2002, il avait observé que le port d'anneaux aux doigts, de persils au nez et aux oreilles augmente la contamination bactérienne localement, en particulier après retrait à l'emplacement du bijou. Et bien sûr, il a laissé une phrase que certains médecins ne peuvent pas oublier: lorsque tu travailleras, tes bijoux tu retireras, tes ongles tu couperas, tes faux ongles tu ôteras, et ton vernis à ongles tu enlèveras. Donc la main constitue un véhicule. Elle constitue un véhicule pour les bactéries, elle constitue un véhicule pour les virus, elle constitue un véhicule pour les champignons. Et selon le travail de Dr Erek en 1989, effectivement, il a identifié chez certains patients qui étaient colonisés par une bactérie gram-négative au niveau des plis inguinaux, il avait demandé au personnel de soins de respecter le temps de contact lors de soins de routine, un temps environ de 15 secondes. Il avait observé qu'après 15 secondes de contact entre les mains inguinaux des patients et les mains des personnels, des bacilles gram-négatifs des patients sont retrouvés sur les mains des personnels dans 46 à 96%.
Il y a aussi le docteur Thompson, en 1982, qui a un petit peu voulu expliquer le risque de contamination des mains en faisant des prélèvements, en réalisant des prélèvements des soignants avant, pendant et après le soin de pansement de plaies infectées par un Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Il avait observé qu'avant le soin de pansement, il y avait 0 porteur. Et après et pendant le soin de pansement, il avait observé que 8 sur 10 étaient contaminés immédiatement après le soin. Vous voyez que le rôle de la main de transmission des germes. Et selon l'Association des professeurs de pathologie infectieuse et tropicale en 1996 en France, il y avait une étude qui a été réalisée sur la flore cutanée des mains du personnel de réanimation. Cette association a observé que 31% des médecins portent des germes pathogènes sur les mains et 17% des infirmiers et des infirmières portent effectivement des germes pathogènes sur les mains. Ils ont dénombré le nombre de colonies de germes. Ils ont trouvé que sur les mains des médecins, il y a 70 000 colonies et sur les mains des infirmiers ou des infirmières, il y a 40 000 colonies de bactéries. Vous imaginez que cette main, si elle va être utilisée, ça va être une catastrophe, effectivement. Cette association, effectivement, a aussi essayé de faire une évaluation de l'efficacité de l'éducation de lavage des mains. Après, bien sûr, après proposition d'un programme de formation qui a duré 2 mois. Il s'avérait que le taux de lavage des mains du personnel avant le programme d'éducation était, avant le contact de la plaie, était de 14% et après le contact de la plaie était de 28%. Et qu'après le programme d'éducation qui a duré 2 mois, il s'avérait que le taux de lavage des mains a augmenté de 14 à 73%, et après le contact, elle a augmenté de 28 à 81%. À ce moment-là, ils ont observé que le taux d'infection, effectivement, a été diminué de 97% à 28%, et cela après un programme d'éducation qui a donc duré 2 mois, et pour vous expliquer l'importance de la formation et la sensibilisation du personnel. Et selon Dr. Scan, effectivement, en 1973, il avait déposé une poudre de fluorescine sur un nouveau-né dans une maternité. Il avait constaté que au bout de 2 heures, il avait détecté la poudre de fluorescine sur les mains de toutes les infirmières faisant les soins à l'enfant. Et non simplement il a trouvé cette poudre sur les mains, mais il a trouvé cette poudre aussi sur le savon, sur le distributeur de serviettes et même en dehors des pouponnières. Vous voyez à quel point le rôle de la main dans la transmission des infections nosocomiales est important. Depuis, de nombreuses autres publications ont confirmé ce rôle de prévention majeure. Ceci a conduit le CDC de l'Atlanta à classer l'hygiène des mains dans la catégorie 1A, c'est-à-dire parmi les mesures dont l'efficacité est la mieux prouvée pour la prévention des infections nosocomiales. Mais l'hygiène des mains, donc elle protège contre une majorité des infections nosocomiales manuportées. Et cette hygiène des mains, elle a été confirmée par le docteur Pitek, effectivement, qui a observé un abaissement de taux d'infection nosocomiale et de la transmission de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline après avoir augmenté la compliance de l'hygiène de main. Ça veut dire qu'une fois que le personnel respecte l'hygiène de main, effectivement, le taux d'infection a véritablement diminué. Donc, halte à la transmission manuportée entre chaque acte et entre chaque patient, il faut un lavage des mains. Et le choix de la procédure pour l'hygiène des mains, effectivement, elle dépend du niveau de risque de transmission d'infection, des objectifs microbiologiques et des indications. Le niveau de risque infectieux, bien sûr, est en fonction de la sensibilité des patients aux infections. Il est aussi en fonction du niveau d'asepsie requis
et du niveau de contamination des mains. Et le niveau de la contamination des mains est en fonction, bien sûr, du geste antérieurement réalisé et du patient concerné. Donc, il faut adapter la procédure de lavage des mains au niveau des risques et au niveau et aux objectifs. Donc, si le niveau des risques est bas, l'objectif, c'est de réduire la flore transitoire. Donc, la procédure possible, c'est un lavage simple avec désinfection par friction. Et le lavage simple peut facilement se faire à la prise ou à la fin du service, au cours de l'activité hôtelière, au cours des soins de contact avec la peau saine et après un acte technique, notamment injection, prélèvement et soins génitaux. Si le niveau de risque est intermédiaire, ça veut dire que l'objectif, c'est d'éliminer la flore transitoire. Donc le lavage antiseptique ou désinfection par friction est proposé et cela peut se faire effectivement avant la réalisation d'un geste invasif, notamment le pose d'un cathéter périphérique, ou après tout contact avec un patient en isolement septique ou avant tout contact avec un patient en isolement protecteur. Et si le niveau de risque est haut, à ce moment-là, l'objectif, il faut éliminer la flore transitoire et réduire la flore résidente. À ce moment-là, c'est le lavage chirurgical qui doit se faire donc, avant tout acte chirurgical d'obstétrique, de radiologie interventionnelle ou avant tout geste nécessitant une asepsie de type chirurgical, notamment la pose de cathéter central. Mais attention, le port de gants ne dispense pas de lavage des mains, parce qu'il ne suffit pas de se laver les mains pour dire que tout est rentré dans l'ordre ou porter les gants sans se laver les mains. Effectivement, le matériel pour le lavage des mains, il doit comporter un lavabo, il doit comporter un robinet, il doit comporter un distributeur de produits de lavage, un essuie-main à usage unique, un sac pour les déchets. Et selon l'Association des professeurs de pathologie infectieuse et tropicale 1996 en France, il avait constaté effectivement que le taux de lavage des mains, il était de 16% quand il existe un lavabo dans un service, et il monte à 30% quand il existe un lavabo par chambre. Et vous voyez que 30% est très loin de 100%. Donc les différentes procédures de lavage des mains, les moyens et les objectifs des différents lavages. Donc, si c'est un lavage simple, donc il faut utiliser un savon souple, un savon simple, en un temps, et dont l'objectif est de réduire la flore transitoire. Quand c'est un lavage antiseptique, il faut utiliser un savon simple antiseptique en un temps, et dont l'objectif est de réduire la flore transitoire et la flore résidente. Quand c'est un lavage chirurgical, donc il faut utiliser un savon antiseptique en 3 temps, dont l'objectif est d'éliminer la flore transitoire et de réduire la flore résidente. Le lavage simple des mains, donc il faut commencer par humidifier les mains, et puis le recueil d'une dose de savon ordinaire, le savonnage soigneux de toute la surface des mains et avec les extrémités des doigts, le savonnage soigneux de toute la surface des mains et le pourtour des ongles, le savonnage soigneux de toute la surface des mains et espaces interdigitaux, le savonnage soigneux de toute la surface des mains et bien sûr le poignet, et bien sûr rinçage abondant à l'eau tiède et séchage des mains par tamponnement avec un essuie-main à usage unique. Et bien sûr, fermeture du robinet avec le même essuie-main. Et le dernier temps, c'est le jet de l'essuie-main dans un sac à déchets. Le lavage antiseptique, par contre, c'est d'utiliser un savonnage en une durée d'1 minute avec un savon liquide antiseptique. Et le lavage chirurgical, donc en premier temps, il faut laisser couler l'eau pendant 1 minute. Il faut mouiller les mains, les poignets avant-bras, l'eau coulant des doigts vers les coudes, mains en l'air. Il faut que l'eau coule vers les coudes.
Il faut que le recueil d'une dose de savon antiseptique en utilisant le coude. Il faut que le lavage des mains, poignets et avant-bras jusqu'au coude, les mains restent en l'air pendant 1 minute. Et le rinçage des mains, poignets et avant-bras, l'eau coulant des doigts vers les coudes, donc tout le temps les mains en l'air. Et la prise d'une brosse stérile, humidification et dépôt d'une dose de savon antiseptique. Le brossage des ongles au moins 30 secondes par main. Et le brossage des mains et des avant-bras sont déconseillés. Il faut utiliser la partie mousse de la brosse. Et le rinçage des mains pendant et avant-bras, l'eau coulant des doigts vers les coudes. Et bien sûr, reprise d'une dose de savon antiseptique. Et le savonnage soigneux des mains, poignets et avant-bras pendant 1 minute pour chaque main et 30 secondes pour chaque avant-bras. Et rinçage en commençant par les extrémités des doigts et en terminant par les coudes, l'eau coulant des doigts vers les coudes. Et séchage par tamponnement avec une serviette stérile en allant de l'extrémité des doigts vers le coude. Mais si on a parlé des 3 méthodes de lavage des mains, le port des gants, à quoi consiste? Effectivement, il existe différents types de gants. Les gants peuvent être en vinyle, et peuvent être aussi en latex, ils peuvent être en nitrile. Et bien sûr, l'indication du port de gants, il faut pour un patient, donc il faut une paire de gants pour chaque patient, il faut une paire de gants pour chaque geste. L'utilisation de gants non stériles, c'est pour la réalisation des gestes contaminants, notamment la manipulation des liquides biologiques, la manipulation du sang, le linge mouillé, le contact avec les muqueuses et le cathétérisme périphérique. Par contre, l'utilisation de gants stériles, c'est pour les procédures invasives nécessitant une asepsie chirurgicale. La mise en place des gants a une méthodologie pour effectivement respecter l'hygiène. Donc la présentation des gants par une tierce personne et la prise des 2 gants par la main gauche pour un droitier et par la main droite pour un gaucher, et la reconnaissance du gant droit et du gant gauche. Les pouces des gants doivent être placés face à face à l'intérieur, et la mise en place des gants, des doigts de la main droite, et la prise des gants gauche par son revers interne à l'aide des index et majeurs gantés de la main droite et introduction des doigts gauche dans le gant. Relèvement du revers gauche par les index et majeurs gantés de la main droite et relèvement du revers droit par l'index et le majeur gauche. Ne pas toucher avec la main gantée la face interne de l'autre gant et ne pas toucher du pouce gauche la partie interne du revers droit. Je parlerai rapidement sur les indications en procédure de lavage, dans la mesure où mon confrère prochain va en parler. Donc, les indications de lavage simple des mains, c'est le lavage après chaque service, et avant et après chaque geste, et après les repas, et après avoir été aux toilettes, aussi mouché ou coiffé. Et bien sûr, pour le lavage antiseptique, c'est avant la pratique d'acte aseptique ou après contact avec le malade infecté. Et lavage chirurgical, c'est intervention chirurgicale, pose de cathéters centraux et exploration hémodynamique, circulation extracorporelle. Le temps nécessaire, c'est 30 secondes pour lavage simple. Lavage antiseptique 1 minute et lavage chirurgical doit durer 6 minutes et renouveler toutes les 2 heures. L'erreur du lavage des mains. Effectivement, ces erreurs lors du lavage des mains, ils peuvent se voir au niveau technique, notamment le brossage des mains et des avant-bras, rinçage insuffisant, ou séchage insuffisant par air chaud, ou utilisation d'essuie-mains en tissu, ou changement d'antiseptique entre 2 temps de lavage. Et aussi, du côté matériel, c'est l'utilisation du savon en pain, c'est le remplissage de réservoirs à savon liquide alors qu'il n'est ni complètement vide, ni nettoyé, désinfecté. Et aussi, bien sûr, il y a des contraintes
pour cela, notamment surtout s'il y a une absence de poste de lavage dans la majorité des salles de soins, l'indisponibilité de l'eau en permanence, effectivement, absence de distributeurs de savon de liquide, c'est ce que nous voyons tout le temps dans nos services, absence de sèche-main, le temps de lavage et les longs, quelquefois, quel que soit le type de lavage des mains, et les réflexes de lavage des mains non encore acquis. Mais la solution, est-ce qu'elle peut facilement être utilisée par l'utilisation de la solution hydroalcoolique? Effectivement, la friction hydroalcoolique des mains ou la solution hydroalcoolique, c'est un geste très simple, c'est pratique et on peut l'utiliser partout. Et bien sûr, c'est rapide, il suffit de frotter un petit peu, et ça sèche et c'est fini. Vous voyez que c'est très, très rapide et on peut facilement donc éviter d'un malade à l'autre les germes, ils ne passeront plus par nos mains. Et en conclusion, parmi les véhicules possibles de micro-organismes au milieu de soins, les mains du personnel soignant occupent une place prépondérante. La prévention des infections nosocomiales passe obligatoirement par une politique rigoureuse d'hygiène des mains au milieu de soins. L'observance de l'hygiène des mains dans les établissements de soins est loin d'être rassurante. Les raisons de non-observance sont multiples et variées. Ils méritent d'être étayés, hiérarchisés lors de la mise en place de toute action aux campagnes de promotion de l'hygiène des mains. Et je vous remercie.